Alors, je vais présenter dans cette vidéo donc euh, tout ce qui concerne l'opérateur rotationnel. Dans la première, j'ai présenté le gradient, dans la deuxième, l'opérateur divergence, et dans cette vidéo-là, je vais m'intéresser à l'opérateur rotationnel. Alors, je commence comme j'ai fait pour les autres, par la mathématique de la chose. Alors, l'opérateur, donc je définis l'opérateur nabla, toujours c'est voilà le son symbole, c'est le vecteur d sur dx, d sur dy, d sur dz. En coordonnées cartésiennes aussi, je vais définir le champ vectoriel A de M qui possède trois composantes A x suivant x, A y suivant y et A z suivant z, qui a priori chaque composante, elle dépend des trois variables x, y et z. Alors, comment on définit le rotationnel du vecteur A? C'est à partir de l'opérateur nabla. Donc, c'est nabla vectoriel A. D'accord? Donc, c'est l'opérateur nabla vectoriel A. Voilà l'opérateur nabla, d sur dx, d sur dy, d sur dz. Voilà le vecteur A qui possède trois composantes AX, AY, AZ et comme j'ai dit, qui dépendent des trois variables X, Y, Z, chaque composante. Alors bon, là on connaît comment faire un produit vectoriel. Alors un produit vectoriel, donc le résultat c'est un vecteur qui possède trois composantes. Alors la première composante, comment on l'a fait? Donc on barre la première ligne et je fais ça moins ça, d'accord? Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Donc c'est d de az sur dy moins d de ay sur dz. D'accord? Alors pour la deuxième composante, je barre la deuxième ligne et je commence d'en bas. C'est d de ax sur dz moins d de az sur dx. D'accord? Et pour la troisième composante, donc je barre la troisième ligne et je fais d de ax, d de ay sur dx, donc comme ça, moins d de ax sur dy. Donc voilà les trois composantes de l'opérateur rotationnel de A. Donc voilà, ça c'est l'expression en notation verticale, hein, les trois composantes de rotationnel de A. Et en notation horizontale, voilà, donc ça possède trois composantes suivant X, suivant Y et suivant Z. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque ici? Le résultat du rotationnel, c'est un vecteur. Et on parle de rotationnel de quoi? De A, qui est un vecteur. Donc, le rotationnel, c'est un opérateur vectoriel. Pourquoi c'est un opérateur vectoriel? Parce que le résultat, c'est un vecteur qui agit sur un scalaire parce qu'on parle de rotationnel du vecteur A. Donc, c'est un opérateur vectoriel qui agit sur un vecteur. D'accord? Et c'est toujours comme ça. Donc, voilà ceci en coordonnées cartésiennes. Voilà, je le donne aussi en coordonnées cylindriques et en coordonnées sphériques aussi. Donc, voilà pour les coordonnées cylindriques, hein. Les variables, toujours, c'est ρ, θ et z. D'accord? Un vecteur quelconque, il possède trois composantes à ρ, comme j'ai dit ici, c'est pour dire la composante suivant ρ. À θ, c'est la composante suivant θ. À z, c'est la composante suivant z. Donc, toujours l'indice, il présente la composante. D'accord? Suivant quelle direction. Et chaque composante, a priori, elle dépend des trois variables. D'accord? Alors, là, comme je l'ai dit avant pour la divergence, etc. Donc, puisque l'opérateur nabla n'a pas d'expression en coordonnées cylindriques ou en coordonnées sphériques, donc voilà, dans un exercice, dans un concours, si on aura besoin de calculer un vecteur rotationnel d'un vecteur A, donc ce résultat-là doit être donné, doit être fourni par l'énoncé, aussi bien en coordonnées cylindriques qu'en coordonnées sphériques. Donc voilà, en coordonnées sphériques, les variables r, θ et phi. Un champ, il possède a priori trois composantes suivant UR, une composante suivant, donc une composante suivant UR, une composante suivant Uθ et une composante suivant Uφ.
Et chaque composante, a priori aussi, elle peut dépendre des trois variables. Donc voilà, toute cette expression, bon, on ne peut pas vraiment apprendre ça. Donc voilà, ceci, et on ne peut pas l'apprendre et on n'a pas d'expression pour l'opérateur nabla pour effectuer le produit vectoriel. Donc kiff kiff, hein, c'est pourquoi ce résultat-là, il est fourni, il doit être fourni par l'énoncé si on a besoin de faire un calcul. Voilà, donc, comme je l'ai fait pour l'opérateur divergence, je vais donner deux exemples, hein. Là, un exemple de la magnétostatique. Donc, le système que je vais prendre, c'est un cylindre parcouru par un courant, un cylindre supposé infini, d'accord, parcouru par un courant uniforme de densité volumique J porté par UZ. Tout calcul fait en utilisant le théorème d'Ampère, voilà le champ magnétique. Donc voilà, c'est pas le but, comme je l'ai dit avant, de calculer le champ, mais mon but ici, c'est de calculer ici le rotationnel de ce champ-là. Donc c'est pourquoi je rappelle ici, ça c'est la forme générale d'un champ en coordonnées cylindriques et voilà la forme générale du rotationnel aussi en coordonnées cylindriques. D'accord? Alors là, je vais appliquer ce résultat-là pour mon champ. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Le champ, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les deux cas, il possède une composante suivant quoi? Une composante suivant θ. Et cette composante, elle dépend de quoi? Elle dépend de ρ. Donc, mon champ magnétique, c'est quoi? C'est un Bθ. Donc, l'indice θ ici, c'est pour dire que c'est la composante suivante θ. Mais cette composante suivante θ, elle dépend de quoi? Elle dépend de la variable ρ. Alors, pour toute cette expression du rotationnel et avec cette expression du champ magnétique, il y a un seul terme. Donc là, on a un, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 dérivés. Parmi ces 6 dérivés, il ne va rester que une, puisque j'ai une seule composante qui dépend d'une seule variable. Donc ça ne va rester que une, dans le rotationnel, une seule dérivée. Laquelle? Alors, lesquelles qui sont nulles là? Là, le champ magnétique, il possède une composante suivante θ, c'est-à-dire il ne possède pas de composante suivante R, roue, et suivant Z. Donc là, tout ce qui est BZ est égal à 0. BZ, c'est pas la dérivée qui est égale à 0, mais c'est le BZ lui-même qui est égal à 0, puisqu'on n'a pas de composante suivant Z. D'accord? Puisque de façon générale, voilà, comme j'ai dit, le B, c'est un B roue plus Bθ plus BZ et chacun suivant sa composante. Alors, dans notre cas, le champ que l'on a, c'est quoi? C'est un champ qui est porté par Uθ et qui dépend de ρ. Donc voilà, on a uniquement ça, cette composante-là, la composante suivante θ qui dépend de ρ. Donc on n'a pas de Bz, donc Bz égale à 0. On n'a pas de Bρ, donc Bρ égale à 0 ici. Et on a uniquement un Bθ qui dépend de ρ. Là, j'ai un Bθ, mais sa dérivée par rapport à Z. Or, ce Bθ ne dépend pas de Z, donc la dérivée par rapport à Z qui est égale à 0. Donc, parmi toutes ces dérivées-là, seule va rester cette quantité-là. Donc, voilà, c'est la composante Bθ et sa dérivée par rapport à ρ. J'ai la composante Bθ qui dépend de ρ. Donc, c'est la seule qui va rester. Et voilà, rotationnel de B, ça devient quoi? 1 sur ρ. La dérivée par rapport à ρ, bon, vous remarquez que la dérivée rond, la dérivée partielle, je l'ai remplacée par un des droits, puisque ma fonction ne dépend que d'une seule variable, qui est ρ. Donc, c'est la dérivée par rapport à ρ de ρ fois Bθ. Avec Bθ, voilà, c'est cette expression ou cette expression si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà le calcul, qu'est-ce que ça va donner? Donc, le rotationnel, c'est 1 sur ρ. La dérivée par rapport à roue de quoi? De roue fois Bθ. Avec Bθ, c'est mu 0 j roue sur 2. C'est celui-là. D'accord? Alors, si je fais la dérivée par rapport à roue, ici, qu'est-ce que j'ai? Roue fois roue, c'est un roue au carré. La dérivée de roue au carré, c'est 2 roues. Donc, je simplifie par 2 et je simplifie par roue. Donc, ça reste mu 0 j et c'est porté par uz. Donc, c'est un mu 0 j porté par uz que je peux écrire J, hein, puisque le J UZ,
Donc, le vecteur J, c'est un J porté par UZ. Le voilà. D'accord? Donc, voilà, ça pour la composante à l'intérieur. Alors, pour la composante à l'extérieur, ici, voilà le champ. C'est mu 0 J R au carré sur 2 roues. Donc, si j'applique le rotationnel, voilà le rotationnel, c'est 1 sur roue. La dérivée par rapport à roue, 2 roues fois bêta, qui est mu 0 J R au carré sur 2 roues, et c'est porté par UZ. Alors là, j'ai roue sur roue. Ça se simplifie, d'accord? Et ça reste une constante. La dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Donc, rotationnel de B égale à 0. Donc là, on trouve le résultat suivant. Rotationnel de B à l'intérieur, c'est égal à mu 0 J en tout point à l'intérieur. Et rotationnel de B à l'extérieur, donc si je prends un point à l'extérieur, c'est égal à 0. Et là, on trouve un théorème. C'est la forme locale du théorème d'Ampère. Là où on a un courant volumique, en chaque point où on a un J de M, rotationnel de B égale à mu 0 J en ce point. Et dans une région vide de courant, là où J égale à 0, rotationnel de B égale à 0. Donc ce résultat, on l'a retrouvé dans le cas de cette distribution cylindrique. Ce résultat-là, il est toujours valable, quelle que soit la forme de la distribution. Alors, je donne ici un deuxième exemple dans le cas de l'électrostatique. C'est le cas d'une sphère chargée, donc de centre haut de rayon R, et chargée en volume aussi avec la densité volumique ρ constante. Je rappelle aussi toujours l'expression du champ électrique à l'intérieur et à l'extérieur. Et je vais calculer le rotationnel de ce vecteur. Alors, voilà, donc je rappelle en coordonnées sphériques, voilà les composantes d'un champ quelconque en coordonnées sphériques. Donc, il possède une composante de façon générale suivant R, une composante suivant θ et une composante suivant phi. Et voilà l'expression du rotationnel. Voilà, comme j'ai dit, c'est à ne pas apprendre, mais ça doit être fourni. Voilà, c'est fourni. Alors, je vais appliquer ceci à ma situation là. Alors, il faut savoir parmi ces dérivés-là, lequel qui va rester et lequel qui va s'annuler, tout en connaissant l'expression, la forme du champ. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Dans les deux cas, à l'intérieur et à l'extérieur, le champ, il est porté par UR. Donc, on a uniquement une composante ER. D'accord? Et ça dépend de R uniquement. Donc, on n'a pas le θ, on n'a pas le phi. Donc, on n'a pas la composante θ, on n'a pas la composante phi. Donc, ça ne reste que la composante suivant R. Et cette composante suivant R, elle dépend de quoi? Elle dépend de R. Puisqu'on a uniquement une composante suivant R, qui est ER, donc Eθ, comme je l'ai dit, c'est égal à 0, et Eφ aussi, c'est égal à 0. Donc Eφ égale à 0, ici, Eθ égale à 0, Eφ égale à 0, Eθ égale à 0. Ce n'est pas leur dérivée, mais eux-mêmes sont égaux à 0. D'accord? Alors, ça reste ici quoi? ER et ER. Mais ce sont des dérivés par rapport à quoi? Ça, c'est une dérivée par rapport à phi et ça, c'est une dérivée par rapport à θ. Mais le E, mon E, il dépend de quoi? Il ne dépend que de R. Donc, cette dérivée, c'est égal à 0 et cette dérivée, c'est égal à 0. Donc, toutes les dérivées sont nulles. Donc, le rotationnel de E, c'est égal à combien? Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, rotationnel de E est égal à 0. Et là, on trouve un résultat qui est toujours valable en électrostatique, d'accord? Donc, le rotationnel d'un champ électrostatique, quelle que soit la distribution, sphérique, cylindrique, peu importe la forme de la distribution, rotationnel de E, c'est toujours égal à 0. C'est-à-dire, si je vous donne un vecteur et je vous dis que c'est un champ électrique, il faut que son rotationnel égale à 0. Si son rotationnel est différent de 0, ce n'est pas un champ électrique. D'accord? Voilà donc quelques exemples là où j'ai fait le calcul du rotationnel, du champ magnétique, du champ électrique. Alors, dans les deux pages qui vont suivre, je vais essayer de résumer quelques résultats physiques, d'accord? Donc, loi locale vérifiée par le champ électrique. Alors, c'est quoi la première loi? E est égal à moins gradient de V. C'est quoi le résultat qu'on peut dégager de ça? On a vu que le gradient, c'est quelque chose, c'est un vecteur qui est dirigé vers les valeurs croissantes. Donc, le champ électrique, il est toujours dirigé vers quoi?
vers les potentiels décroissants. Donc, si j'ai une région où le potentiel présente un gradient, d'accord, une variation du potentiel, le champ électrique, donc on a un champ électrique et ce champ électrique, il est toujours dirigé des potentiels les plus élevés vers les potentiels les moins élevés. Ça, c'est la première loi locale vérifiée par le champ E. La deuxième loi locale, hein, c'est le théorème de Gauss, hein, c'est la forme locale en fait du théorème de Gauss. Divergence de E en un point M égale à roue au même point M sur epsilon 0. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Si la charge elle est positive, donc la divergence de ce vecteur elle est positive. Donc voilà, le champ électrique il est comme ça. D'accord? Donc c'est un champ qui est divergent. Par contre, si la charge elle est négative, le champ électrique, c'est un champ qui est convergent, qui présente une divergence négative, donc c'est convergent. Donc les lignes de champ sont dirigées vers la charge négative. Alors on dit, d'après la première et la deuxième figure, que le champ électrique, il fuit les charges positives et il est comment? Il se dirige vers les charges négatives. D'accord? Et voilà, le champ électrique, c'est un champ qui est divergent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire divergent? C'est-à-dire la ligne de champ, voilà, elle va à l'infini. D'accord? Donc, comme en mathématiques, on dit qu'une fonction est divergente, si on dit qu'elle n'a pas de limite, voilà, sa limite, c'est l'infini. Voilà, donc le champ électrique, c'est un champ divergent. Et il diverge quoi? De la charge positive. D'accord? Voilà. Un troisième résultat, la troisième loi locale, c'est rotationnel de E qui est toujours égal à zéro. Donc, le rotationnel de E égale à zéro, on dit que le champ électrostatique n'est pas rotationnel. Hein, le mot rotationnel, c'est pour dire, ça provient de rotation. D'accord? Et ceci, c'est visible ici. Est-ce que le champ électrique est un champ tournant? Est-ce qu'il est rotationnel? Non, il ne fait pas de rotation. D'accord? Donc, ce n'est pas un champ qui est tournant. Alors, ces trois résultats sont en accord. Hein, les trois résultats confirment que les lignes du champ électrique sont toujours comment? Les lignes du champ électrostatique, eux, sont toujours ouvertes. En réalité, un vecteur qui est représenté par un gradient, sa ligne de champ ne peut jamais être fermée parce que si c'est un gradient, il varie. Le point de départ, c'est la valeur maximale du potentiel. Et le point final, c'est une valeur minimale. Est-ce qu'elle peut être fermée? Non, parce que si ça c'est un potentiel maximal, la ligne de champ électrique ne peut pas être fermée, sinon la valeur maximale, elle se confond avec la valeur minimale. Donc ceci ne peut pas se produire pour le champ électrostatique. Pour un champ électrostatique, les lignes de champ sont toujours ouvertes. Donc c'est un champ qui est divergent qui présente un gradient, c'est-à-dire le champ, il est dirigé toujours des potentiels les plus grands vers les potentiels les plus petits. Et puisqu'il n'est pas rotationnel, donc il n'effectue pas de rotation et par conséquent, les lignes de champ électriques sont toujours ouvertes. D'accord? Et ceci contrairement au champ magnétique, d'accord, qui, à partir des lois locales qu'il vérifie, c'est la forme locale du théorème d'Ampère. Rho B est égal à mu 0 J. D'accord? Alors, je peux voir ça sur un exemple. Si je prends un fil comme ça, parcouru par un courant I, le champ magnétique, il est comment? Créé par un fil, c'est un champ qui est orthoradial, qui est porté par Eθ. Voilà le champ magnétique. Le champ magnétique, est-ce que c'est un rotationnel? Oui, c'est un champ rotationnel qui tourne autour de quoi? Qui tourne autour de sa source, qui tourne autour du courant. Voilà le cas d'un fil infini. Hein, le champ magnétique, il est rotationnel. La deuxième loi locale vérifiée par B, c'est divergence de B qui est toujours égale à zéro. Est-ce que le champ magnétique est un champ divergent? Non, le champ magnétique ne diverge pas. C'est-à-dire, la ligne de champ magnétique, elle ne va pas à l'infini. Donc, ces deux-là, voilà, on peut les voir, hein, ces deux constatations, ces deux résultats-là, on peut les voir sur cet exemple-là. Donc, à la fois, le champ magnétique, c'est un rotationnel qui tourne autour de sa source, d'accord? Et aussi, le champ magnétique n'est pas divergent,
d'accord? C'est-à-dire la ligne de champ magnétique ne peut pas aller à l'infini. Et ces deux résultats sont en accord, voilà, ça colle avec le caractère du champ magnétostatique tel que les lignes de champ sont comment? Sont toujours fermées, d'accord? Donc ceci, contrairement au champ électrique, dans le cas du champ magnétique, les lignes de champ magnétique sont toujours fermées et ceci puisque c'est un rotationnel et puisque c'est un champ qui ne diverge pas. Donc, j'espère que les trois vidéos que j'ai présentées à propos des trois opérateurs, gradient, divergence et rotationnel, ont en quelque sorte éclairci le point, aussi bien de point de vue calcul, d'accord, comment manipuler ces opérateurs, que aussi physiquement, l'interprétation physique de ces différents opérateurs. Donc, merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.